Donc, je suis tout à fait ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs, dans cette nouvelle édition, dans votre émission hebdomadaire, bien sûr, votre être sur le monde culturel, sur le monde intellectuel, bibliothèque. Aujourd'hui, nous avons une œuvre tout à fait distinguée parce que une œuvre, c'est bien sûr été choisie par notre invitée de marque, Imen Mensi, l'enseignante de la littérature française. Et cette œuvre intitulée Samia la rebelle, de l'écrivain, bien sûr, Paula Jacques. Donc, toutes les explications seront bien sûr après quelques minutes. Les droits de la femme sont comme ceux de l'homme. Le droit de vote, le droit à l'intégrité et à l'autonomie corporelle, le droit d'exercer une fonction publique, le droit de travailler à un salaire égal à celui des hommes, le droit à l'éducation, les droits parentaux, le droit de servir comme militaire, le droit à la sécurité, la liberté de vivre à l'abri du sexisme et des violences, le droit à l'égalité devant la loi, Donc, de retour à notre cher invité, Imen Mensi. Merci beaucoup pour votre présence, tout d'abord. Je vous en prie, c'est un plaisir de me retrouver avec vous. Merci beaucoup. Et comme d'habitude, je commencerai par le fait de vous interroger quant au choix, le choix de cette œuvre. Pourquoi vous avez choisi cette œuvre? Alors, Samia la rebelle, oui. Bien que Samia la rebelle soit simple, elle a pu m'interpeller dès les premières lignes de lecture. En effet, cette œuvre à teinture quasi féministe est une lecture pour s'ouvrir aux autres, pour s'ouvrir à l'indifférence et pour s'interroger sur plusieurs réalités dans la vie quotidienne. De même, le titre « Samia la rebelle » est un titre qui se veut provocateur et qui fait allusion à l'une des caractéristiques de la femme égyptienne qui est la rébellion. La rébellion. Donc, nous nous trouvons malheureusement. Alors, nous nous trouvons face à une aventure palpitante qui se déroule dans les pauvres quartiers du Caire, donc on est au Caire, et relatant l'histoire de l'émancipation d'une jeune fille qui, malgré toutes les difficultés qu'elle va rencontrer, elle garde toujours une volonté farouche de s'en sortir. Donc ça, c'était des raisons suffisantes pour choisir Samia la rebelle. Si je peux dire, vous avez des tendances féministes. En tout cas, on va continuer de discuter de cette œuvre pour savoir est-ce que c'est une action féministe positive ou négative. Ça va je pense que c'est positif. Donc cette œuvre
est une création, bien sûr, de l'écrivaine Paula Jacques. Il se peut que nos téléspectateurs ne la connaissent pas. Alors, qui est Paula Jacques? Alors, Paula Abadi, dite Paula Jacques. Paula Abadi. 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 Ouais. Dite Paula Jacques, elle est née au Caire le 8 mai 1949 et elle est animatrice et productrice de radio française. Elle est une figure de France Inter et également écrivaine. Elle a reçu le prix Femina en 1991 et on a fait partie du jury à partir de 1996. Pour parler un tout petit peu du prix Femina, puisqu'on parle féminisme, donc c'est un prix... Non, vous parlez de la rébellion. En tout cas, on va savoir quel est le sens de la rébellion. Ben, le prix Femina, c'est une toute petite parenthèse, c'est un prix littéraire qui a été créé en 1904 par 22 collaboratrices et c'était une contre-proposition au prix Goncourt, qui est un prix littéraire qui a été jugé misogyne. Donc les 22 collaboratrices se sont mis d'accord de créer un prix qui est décerné par les femmes. D'accord. Et donc le prix... D'après votre explication, ce ne sont que des tentatives d'exclure l'homme. Mais non. Alors, le prix est attribué chaque année par un jury exclusivement féminin, le premier mercredi de novembre à Paris, à une œuvre de langue française, écrite en vers ou en prose. Et pour vous rassurer, il y a eu des candidats masculins. Donc, il y a eu des candidats masculins qui ont reçu ce prix. Et pour revenir à Paula Jacques, pour fermer la parenthèse des prix féminins, les romans de Paula Jacques sont souvent d'une inspiration autobiographique et ils évoquent l'Égypte et notamment le Caire, parce que Paula Jacques a vécu au Caire jusqu'à l'âge de 9 ans. Donc ça, c'est Paula Jacques. Ça, c'est Paula Jacques. Brièvement. Donc, maintenant, il est temps d'entrer dans le vif du sujet qu'on a aujourd'hui. Nous avons donc hâte d'explorer cette histoire. De quoi s'agit-il? Bon, Samia, 13 ans, elle ne sait ni lire ni écrire. Elle travaille avec son père et son père est un pauvre pêcheur des bords du Nil. Malheureusement, le père va avoir des problèmes avec l'argent. Il sera endetté et pour combler à cela, il va penser à marier Samia à Hussein, le frère de l'oncle Taher, son voisin. C'est un homme, c'est un vieil homme qui est ridé, laid et maigre. Et juste, il possédait de l'argent parce qu'il avait un commerce d'épicerie. Le jour où le père de Samia va lui dévoiler son intention de la marier à ce vieil oncle, Samia va être révoltée et dès le lendemain, elle quitte le bateau familial et elle va s'enfuir vers le Caire, là où elle va vivre chez une journaliste appelée Farida Abbas. Comme vous le remarquez, les prénoms sont des prénoms égyptiens. Donc, cette journaliste, elle l'avait rencontrée quelques semaines auparavant et c'est elle qui a encouragé Samia à penser à s'inscrire à l'école. Elle va vivre une certaine période de temps chez Farida Abbas, puis elle va rencontrer par hasard l'ingénieur du Nilomètre. Elle avait fait la connaissance de cet ingénieur quand elle était avec son père sur la barque. Et c'est cet ingénieur qui va prendre soin de Samia et qui va l'inscrire à l'école. Et finalement, Samia pourra réaliser son rêve. Après de longues difficultés et de grandes difficultés, elle sera médecin. Oui, et donc heureusement, il y a des candidats, comme vous venez de dire, des personnages masculins. Oui, bien sûr. C'était le personnage masculin qui a joué un grand rôle. Qui ont pu prendre la main de Samia pour... en fait, c'est Farida Abbas qui a pris l'initiative. Au début, c'est elle qui a encouragé Samia. Après ça, il y avait le rôle de l'homme. Il y avait, l'ingénieur du Nilomètre. Mais ça va que, si je peux dire, le père de Samia est un peu frappé par la pauvreté, mais aussi par l'ignorance. Et la pauvreté, si je peux dire, c'est l'une des intensifs qui poussent toujours, que ce soit les hommes ou les femmes, à
perpétrer des erreurs Ben, fatales. mais ce n'est pas toujours une excuse parce que, Oui. bon, c'est... Ça diffère, mais ça Ouais. diffère d'une personnalité à l'autre. Mais c'est toujours la pauvreté, c'est tout à fait impeccable. tout à fait C'est une impeccable. arme menaçante, la pauvreté. Donc, c'est une arme de destruction massive, Ouais. si l'on peut dire. La pauvreté, et c'est ce qui a poussé un homme à vendre sa fille. Oui, Il allait vendre sa fille. oui. Ouais. Parce que la vie est amère. Et à ses yeux, par exemple, si je peux dire, à ses yeux, il a voulu protéger sa fille, mais aussi prendre un peu d'argent. Ben, en fait, ce n'est pas une protection. Moi, il je n'y a vois pas que d'autre c'était moyen, un c'est- côté égoïste du père. Mhm. C'est vrai qu'il était incapable, mais il aurait dû trouver d'autres moyens au lieu du fait de vendre sa fille. Ouais. Euh, C'est tout à fait. Et il a vendu sa vie. Ben, c'est ce qu'il allait faire en fait. Ouais. La petite s'est sauvée quand elle est partie au Caire, mais c'est ce qu'il allait faire. Il a voulu de l'argent. Bon, il allait résoudre un problème et affronter un autre problème, celui de sa fille. Ouais. Donc, Donc, vous n'avez pas vu cette action ou du point de vue de Samia que c'était une action de Ouais. comment sauver la fille ouais, de la part de la père, mais c'est tout à fait le contraire. c'est ça. Ce ne sont que des tentes de vente Ouais, des chers humains. c'est ça. Ouais. Donc, juste une toute petite pause. Après cela, on va bien sûr continuer ce combat féministe. Le droit de travailler, le droit à la propriété, le droit au mariage, les droits religieux, le droit de passer un contrat, la liberté de vivre à l'abri Donc, toujours, nous avons une œuvre tout à fait spéciale, une œuvre bien sûr féministe, en tout cas, car cette œuvre parle de la rébellion Oui. de la femme, bien sûr, contre les conditions qui ne sont pas propices à n'importe quel humain, que ce soit homme ou que ce Que ce soit soit femme. femme. Ouais. Donc, malgré le timbre féminin de l'œuvre, je pense que vous avez parlé de cette œuvre, que le livre a abordé d'autres thèmes qui ont suscité votre intérêt. Vous voudriez vous mettre en lumière de tels thèmes? Quels sont ces thèmes? Évidemment, tout au long de ma lecture de Samia la rebelle, je ressentais une colère que je ne pouvais pas contenir suite à l'évocation de quelques idées préconçues se rattachant à la société égyptienne de manière générale et à la fille égyptienne de manière particulière. Ouais. Donc, par exemple, l'auteur a mis l'accent sur l'analphabétisme des enfants.
Et cela, cela a été mentionné ou a été souligné par les propos de la journaliste Farida Abbas qui s'exclamait quand elle a appris que Samia n'était pas à l'école jusqu'à l'âge de 13 ans. Et je cite, elle a dit « Quel dommage, tous ces enfants illettrés qu'on prive de leur enfance ». Donc, qu'est-ce que c'est ignoble de priver les enfants de leur droit à l'enseignement et de faire de l'école un rêve inaccessible. Et ce, car les parents sont influencés par des allégations infondées. Si, par exemple, on prend le père de Samia, la protagoniste de l'œuvre, comme exemple, on va trouver qu'il soutenait toujours que les filles qui vont à l'école ne savent pas tenir convenablement une maison. Et pour lui, sur le chemin de l'école, les filles attirent les hommes et du coup, plus personne ne pourra les épouser ou ne voudra les épouser. Donc ce sont des clichés, des stéréotypes sur lesquels on bâtit des idées préconçues. Et de même, Poulain-Jacques a mis en exergue le cliché de préférer les garçons aux filles, en dénonçant implicitement les parents qui ont ce comportement consciemment ou inconsciemment avec leurs enfants. Donc, je cite... Mais en tout cas, en général, les Égyptiens, notamment les Égyptiens, sont très fiers de leurs filles, ne laissent pas leurs filles à n'importe quel prix. Mais néanmoins, il y a aussi des milieux, il y a toujours des milieux là où on trouve que la même culture de préférence des garçons ou filles, elle est toujours présente. Donc, mais peut-être dans des endroits ou dans des milieux où il n'y a vraiment pas de culture, il n'y a vraiment pas de sensibilisation. Donc, peut-être ça peut être pris comme une sorte de distinction entre les deux genres, mais par exemple, pour beaucoup, ce ne sont qu'une sorte de comment protéger la femme. Je parle de la culture égyptienne, de la culture arabe ici. En général, je parle du point de vue positif. C'est comment sauvegarder la femme ou la fille. Parce que la fille, ou la responsabilité de la fille ou de la femme tombe toujours sur les hommes. Moi je voulais juste attirer votre attention sur un petit point concernant la distinction entre filles et garçons. C'est que les parents font ça inconsciemment dès la plus tendre enfance de leur progéniture. Par exemple, quand on précise certaines couleurs pour les garçons. Donc un garçon, il a toujours les couleurs, je ne sais plus, le bleu, et la fille, c'est le rose. Si par exemple l'on parle des jouets, un garçon il doit toujours jouer avec un camion alors que la fille elle va toujours avoir la poupée. Si l'on va parler des tâches ménagères, le garçon il ne fait rien à la maison alors que la fille elle doit être à la cuisine avec sa maman, elle doit préparer je ne sais plus quoi. S'il n'y a pas cette distinction qui est faite inconsciemment à la maison, peut-être on va échapper à cette préférence des garçons-filles ou à cette distinction. Mais pas maintenant de faire une sorte d'opposition un peu. Toujours il y a des responsabilités entre les deux. Et cette responsabilité, bien sûr, est tout à fait partagée. Que ce soit par les femmes le fait de dire partager, c'est-à-dire on s'entraide. On peut s'entraider. Oui, bien sûr. Ce n'est pas une chose à exclure, mais c'est toujours, il y a des responsabilités qui sont bien sûr précises pour chacun ou pour chacune. D'autre part, il y a des études qui parlent ou qui montrent que les couleurs constituent toujours ou forment la personnalité que ce soit de la femme, des filles et des garçons. Par exemple, ce n'est pas bon de choisir toujours la rose, par exemple, pour les garçons. Mais il y a des garçons maintenant qui portent ces couleurs. Il y a toujours ce qu'on parle du traitement à travers les couleurs. Pour bien sûr former la personnalité, que ce soit des filles ou que ce soit des garçons. C'est pourquoi... mais moi je vois même de nos jours, c'est que les couleurs, il n'y a plus de différence entre les couleurs masculines et féminines. Donc on peut trouver dans une boutique de vêtements pour hommes qui a toujours les couleurs rouges, il y a le jaune, il y a l'orange, il y a le rose.
Donc, et pour les filles aussi, eh ben, en fait, moi, je porte le bleu marin. Donc, on ne peut pas dire que... Bah ouais, c'est ça. Et on ne peut pas dire que ça, c'est une couleur pour les hommes. Il me reste beaucoup de temps. C'est pourquoi, de retour donc, à notre œuvre, je dois vous demander les traits particuliers que vous avez appréciés au cours de votre lecture de cette œuvre. Très rapidement. En fait, j'ai apprécié beaucoup le réalisme de l'œuvre. L'auteur parle de choses vécues, les mots sont authentiques et nous font voyager dans une autre culture, dans un autre temps et dans un autre milieu de vie. Et j'ai aussi apprécié le fait que l'auteur a fait d'une pierre deux coups, car grâce à son œuvre, elle a rendu hommage aux enfants des rues et aux filles, qui, d'une vitalité incroyable, portent en eux ou en elles l'espoir d'une vie meilleure. Oui. Dernière question, il y a toujours, si je peux dire, un changement dans la vie de la femme d'aujourd'hui, et si on va faire une sorte de comparaison entre le présent et le passé. Moi, je pense que la femme égyptienne est une guerrière dans le présent et dans le passé qui ne cesse de combattre pour obtenir ses droits. Et sur ce, sa condition est en évolution perpétuelle. Donc moi je vois que depuis les écrits de Aïcha Taïmour qui ont témoigné de l'émergence de sensibilité féminine au XIXe siècle, passant par les manifestations de femmes organisées par Safia Zerloul contre l'occupation britannique en 1919, Roselle Youssef qui voulait faire évoluer l'image de la femme dans l'opinion, Doreya Shafik, la fondatrice du mouvement Bentenmil qui organise une manifestation devant le Parlement et demande aux députés de leur octroyer le droit de vote, allant jusqu'à Nawal Saadawi, qui combattait pour les droits de la femme. Je vois que la condition de la femme, elle est toujours en évolution, elle n'est pas du tout constante. Et nous voyons ça dans notre monde. Pour moi personnellement, je vois que dans la culture traditionnelle, dans la culture locale, dans les régions rurales, ainsi de suite, même à la Haute-Égypte, on parle d'El-Kabira, on parle de la grande dame, qui a toujours le pouvoir, qui a toujours la force de faire toutes sortes de choses qui sont bien de son point de vue. En tout cas, nous devons cesser le combat féministe actuellement parce qu'on n'a plus de temps. C'est pourquoi je dois vous remercier infiniment pour vos explications, pour vos efforts, parce que vous avez déployé beaucoup d'efforts afin de préparer de telles œuvres. Merci beaucoup, Imam Mansi. Je vous en prie. Donc, chers téléspectateurs, je dois vous laisser actuellement avec le box office très rapidement un aperçu sur les livres les plus vendus, les plus achetés, que ce soit sur le plan national ou international. Avec le box-office, chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci beaucoup pour votre attention. Bon, suite de nos programmes sur Native International.